balobi mama Marthe nde mama Marthe nde balobi shop Africa Union ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais olingi ndeko na yo asalisa yo te mpona kolia na yo moko babondela yo mpona nzoto na yo bakoya elengi mpo babondela yo balobi bio Africa Union ezoteka totakola na basinois sino kolia mpe ya sino kolia nini ndeko na yo azoteka biloko ya mboka ya fresh bio mama mbalo kuna monkanja izali balobi nzombo eyali enkuba baliwa balobi entente ezali takomba kangane mpoto ya mbise balobi nyama ya botu ya bokomboto ezaga te kala ngando ndengalani na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti po mama Marthe ya soro po bato comprendre te mawa bakongolais ou alonu mpona kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti nzongo na yo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. C'est un honneur de vous retrouver en ce week-end. Je crois que vous allez passer des très bons moments. Aujourd'hui, nous parlons de l'actualité étrangère, mais aussi l'actualité congolaise. La question de Minembwe, la question du remaniement du gouvernement, la question des attitudes de nos acteurs politiques. On en parlera, mais d'abord la question internationale. Vous savez, Donald Trump est atteint. Est-ce lui qui refusait cette histoire, qui doutait de Covid? C'est pratiquement l'un des présidents le moins protégé du monde, on va dire. Aujourd'hui, il est atteint. Est-ce que ça arrête les débats? Est-ce que ça l'empêche de faire un débat? Pourquoi on ne met pas Joe Biden et les présentateurs en quarantaine? Parce qu'ils étaient très proches. Peut-être dans le couloir, ils ont eu le temps d'être beaucoup plus proches que ça. Qui sait? On en parle tout à l'heure avec Dr Chirandi, qui est un acteur politique, mais aussi, je veux dire professeur d'abord, analyste politique et influenceur. On en parle avec homme des dieux aussi, consultant politique dans plusieurs pays à travers l'Afrique et même à travers le monde. Aujourd'hui, il est avec nous. Comment allez-vous, docteur? Je me porte très bien, merci beaucoup. Vous êtes aujourd'hui américain. Oui, ça. La situation américaine vous intéresse beaucoup plus? Oui, ça. Parce qu'elle nous intéresse aussi, cette question-là. Oui, oui. Très bien. Alors, je crois que la politique américaine doit intéresser tout le monde. Le débat entre le candidat Donald Trump et Joe Biden, il faut rappeler que ces débats, selon les analystes politiques et les analystes en Amérique et un peu partout dans le monde, ils disent que c'est les débats les plus mauvais débats de l'histoire. Il y a eu moins de projets, mais plus de colibets, des insultes, des propos dégradants. Ils inscrivent ça comme un échec total. 65% d'Américains ne sont pas d'accord avec ça. Oui, tout à fait. D'abord, merci beaucoup pour m'avoir reçu encore pour la énième fois, plusieurs fois encore. Yes, c'était un débat qui était qui n'était pas bon, et c'est mal critiqué, c'est mal vu, parce que ce n'était pas à la hauteur de ce qu'on s'entendait de ces deux leaders, surtout sur le point du caractère. Le caractère, et j'aimerais épingler sur ça, c'est que le leadership aujourd'hui au XXIe siècle a une crise de caractère. Le caractère, ce n'est pas simplement la corruption par le fait que les gens sont en train de voler. Le caractère, ça a à voir aussi avec les tempéraments. Donc, lorsque les tempéraments n'est pas aussi bon, c'est un problème sérieux. Alors, mais qui finalement n'avait pas un bon tempérament? Parce que visiblement, les deux... La stratégie, la stratégie était en sorte que Donald Trump, dans sa tête, il se disait qu'il va gagner le débat là parce qu'il est agressif et il est un homme des médias, il peut parler, il connaît comment parler et il connaît comment attaquer. Aujourd'hui, Donald Trump, c'est lui l'image de la partie républicaine. Donald Trump a consommé la partie républicaine. D'ailleurs, on dit que beaucoup de républicains qui sont conservateurs et les républicains qui condamnent son comportement ne veulent pas sortir en public parce que s'ils sortent en public, Donald Trump va les insulter, Donald Trump va les critiquer, Donald Trump va mal parler, il peut même parler mal de leur famille. Et ce qui est grave, c'est que Donald Trump a la force parce qu'il est entouré avec un groupe de républicains dont on dit 58% sont éduqués et 65% sont non éduqués.
les 65% là qui sont non éduqués, qui se considèrent comme étant victimes, que les autres races ou les autres cultures ont pu prendre leur boulot, ont pu prendre tout à leur avantage. Donc, et ils soutiennent Donald Trump. Et comme vous savez aussi, les racistes, ils soutiennent Donald Trump. Donc, ça crée en sorte que Donald Trump devient de plus en plus, il est fort, malgré que les caractères, le comportement, tout ça. Et ça m'amène à un autre point. Le monde là où nous sommes en train de partir, je l'ai dit à mes étudiants, je l'ai dit à tout le monde, partout là où je pars au monde. Aujourd'hui, le monde là où nous sommes en train de partir ne sera plus par rapport aux valeurs, ne sera plus par rapport au caractère que les gens sont en train de porter, parce que les valeurs humaines sont en train de tomber par terre. Donc, et Joe Biden, maintenant, sa stratégie était quoi? You have to go under the skin. Je sais pas comment dire ça en français. Donc, il faut faire en sorte que Donald Trump n'aime pas, qu'il n'aime pas. C'est comme ça qu'il appelait toujours Donald. Parce que Donald, dans son habitude, il a toujours été appelé Monsieur le Président, Monsieur Trump. Il a toujours été chef. Donc, quelqu'un qui l'appelle Donald comme ça, il touche à sa peau, il touche à sa personnalité. Et ça, il ne veut pas de ça. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a vu un Donald Trump très fâché. Oui. À un moment donné, il est sorti du débat. Il a même demandé à l'autre de se taire. Il lui a dit, tais-toi. Et puis finalement, c'est à Joe Biden de rappeler Et c'est pour dire quoi? Et c'est clown. Oui, et c'est pour dire aussi aujourd'hui que les Africains, c'est là où je déplore les leaders africains qui courent derrière les leaders américains. Je suis américain, je suis un occidental. J'enseigne les Américains, j'en donne cours, je travaille avec eux, je suis dans le monde et tout ça. Mais c'est regrettable que les Africains courent derrière les Américains comme si c'est eux qui doivent construire le monde ou le monde occidental. Au lieu de se focaliser c'est un rapport de force. Oui, c'est un rapport de force sur un plan, mais il y a un rapport de force aussi, c'est ce que vous avez. Vous aussi, vous pouvez enseigner à ces peuples. Mais nous sommes traumatisés. On est traumatisés. On a vu Mobutu tomber de sa plus belle, je dirais, sa plus belle gloire. On a vu aussi Laurent Désiré Kabila, son sang estampillé tout le bureau. Tout le monde a peur. Aucun chef d'État n'a besoin de résister. En fait, avant, c'était assez qu'on pouvait commettre les assassinats, on pouvait tuer les leaders et le monde restait calme parce qu'il n'y avait pas l'information comme ça est aujourd'hui. Non. Au Mali, on a vu au Mali comment ça s'est passé. On a fait partir un chef d'État comme si c'était de rien du tout. Mais il y a un silence total. Oui, il y a un silence total. Maintenant, aujourd'hui, le monde a commencé à se développer. Et c'est vrai que le monde a commencé à changer. Mais, Amen, il y a d'autres leaders qui sont là qu'on essaie de les toucher, non? On n'essaie pas de les toucher. On est incapable, je ne peux pas citer le nom ici, on est incapable de dire qu'est-ce qui se passe on condamne, on touche par exemple le cas du docteur Denis Mukwege. Tout le monde sait qui est en train de menacer Denis Mukwege. Même l'Amérique, même les autres, tout le monde dit simplement qu'on va essayer de protéger le docteur Denis Mukwege. Mais on connaît la source, on connaît c'est quoi. Mais pour le Rwanda, on sait aujourd'hui que même le Rwanda qui était hier intouchable, l'Amérique commence à déranger le Rwanda comme pas permis. Oui, et tout le monde et ça c'est vrai. Déranger et toucher, le problème c'est ceci, c'est que qu'on essaie de toucher à Kagame, que Kagame va exposer tout le monde, parce que Kagame sait en quoi, quels sont les secrets des gens qui ont été avec lui et à la place où ils les ont amenés. Donc, en quelque sorte, il y a une sorte de complexité et les leaders aujourd'hui, il y a les leaders qui se développent et aussi il y a l'âge de l'information où les gens sont prêts à dénoncer. Et l'information aujourd'hui, avant c'était assez que c'est les journalistes qui peuvent en avoir, mais aujourd'hui l'information s'infiltre de tout le monde. Hein. Tout le monde, à partir de nos smartphones, à partir de nos histoires, tout le monde est capable de capter quelque chose, tout le monde est capable de recorder quelque chose. On a comme l'impression que Donald Trump sera réélu à la fin de compte. John Biden, parce que Donald Trump, par exemple, demande à Joe Biden, d'accepter d'abord de se faire doper. Il a comme l'impression qu'il est, il est drogué, il est très fatigué, il est amorphe. Il estime que... tu vois le problème, c'est que ça, ce sont des provocations de Trump. Et parce qu'il n'avait pas quelque chose d'autre d'attaquer Joe Biden. Et je comprends. Je ne refuse pas. En fait, le problème, c'est qu'on doit se poser des questions si ce n'est pas ce qu'on appelle la psychologie renversée. Si ce n'est pas Trump qui a besoin de prendre les tests de drogue lui-même. Tu vois, des fois, on accuse les gens, c'est que nous en avons besoin. Et ça, je ne veux pas toucher parce que je connais aussi certaines personnes de l'administration de Trump. Avec beaucoup de respect sur ça, j'aimerais tout simplement dire que la politique, aujourd'hui, l'Amérique, surtout, c'est tellement divisé.
et en anglais on dit devices, c'est tellement divisé qui en sorte que ça demande en ce que les pays soient encore redressés. Et je ne pense pas que... Je rendrai à l'Amérique sa grandeur. Cet adage fait rêver les Américains, surtout de souche qui estiment être victimes sur leur propre sol. Ils estiment que, bon, Donald Trump est le seul à pouvoir protéger leurs intérêts. Et il faut voir aussi comment Donald Trump, quand il choisit les gens, il ne choisit que de conservateurs, de gens qui ne font pas qui n'acceptent pas l'avortement. Il y en a d'autres qui ont des véritables débats sur le port d'armes et sur des questions finalement qui intéressent l'Amérique. Donald Trump trouve des gens tranchés. Oh non, ça vous avez raison une partie. En fait, Donald Trump, même si on voit la nomination de Amy, et la nommée Amy, c'est stratégique. C'est parce qu'il sait qu'il a besoin des conservateurs, la voix des conservateurs pour pouvoir les soutenir. Et il a besoin de ça. Et il doit réaffirmer aux républicains. Et je vous l'avais dit la fois passée, il y a 3 sortes de républicains. Il y a les républicains qui sont un peu modérés, qui sont les républicains qui peuvent voter avec les démocrates. Il y a les républicains qui sont républicains de nature et ils ne peuvent jamais changer. Ils vont être seulement républicains. Et il y a des républicains conservateurs. Les républicains conservateurs, eux, si leur candidat ne les plaît pas, ils ne vont pas voter. Alors, avec tout ce qui s'est passé avec Trump, ils savaient déjà qu'il perdait au moins les 35% de ces républicains qui sont très conservateurs, qui ne voulaient pas venir. Alors, en nommant la femme Amy, il a déjà essayé de booster, de gagner maintenant la voix de ces conservateurs-là. Et il répond dans certains problèmes, tout comme aussi les démocrates qui va venir, il va répondre aussi aux besoins que les démocrates sont en train de souffrir. Tel qu'il y a besoin d'avoir sur la pauvreté, in English, on dit la discrepancy, la différence des classes sociales qui est vraiment très grande, qui commence à devenir vraiment très forte. Donc, tout ça, ce sont des problèmes qui arrivent en Amérique, mais enfin, on arrive toujours à surmonter cela. Est-ce que nous, Africains, nous, Africains, c'est vrai, mais nous, Congolais, qu'est-ce que nous gagnons dans ce discours, disons, dans cette élection? En fait, si Trump passe, qu'est-ce qu'on gagne? Oui. Si c'est Biden qui passe, qu'est-ce que nous gagnons? En fait, la culture, les pays africains ont tendance à bien veiller sur l'élection présidentielle américaine. Parce que l'histoire a démontré que lorsqu'il y a un démocrate à la tête, il cherche souvent à contrôler ce qui se passe dans un pays africain et il donne les ordres. Et vous savez comment est-ce que, attends, le Bill Richardson, le temps de Mobutu, tout ça, Bill Clinton, tout ça. Vous savez, tous ces autres-là. Obama, bon, Obama aussi a essayé de s'ingérer plus avec les temps de Kabila. Donc, et tandis que lorsqu'il y a, par exemple, les républicains au pouvoir, les républicains cherchent à travailler avec le gouvernement qui est en place et essayer de voir quels sont leurs propres intérêts. Tandis que les démocrates, ils cherchent à écouter qu'est-ce que le peuple dit et qu'est-ce que les autres opposants sont en train de dire et comment est-ce que... Qu'est-ce qui est favorable pour nous? Moi, je pense que le 2. Aussi longtemps, moi, je pense que c'est les 2. Aussi longtemps que la politique congolaise, comme on parle du Congo, essaye d'essayer de créer ce qu'on appelle la limite. On ne peut pas demander à un Américain de s'ingérer à la politique africaine. Et donc, il doit peut-être essayer de vous aider dans ce qu'il doit vous aider. S'il y a des différences, des problèmes, il peut vous aider à ça, mais pas s'ingérer dans votre propre politique. Parce que lorsqu'il s'ingère dans votre propre politique, vous perdez votre propre autorité. Est-ce que Joseph Kabila Kabange, avant de quitter le pays, avait-il travaillé considérablement sur la grandeur de la RDC au niveau international? Je pense que Joseph Kabila Kabange, s'il y a un crédit qu'on peut lui donner, de mon point de vue, de mon humble avis, c'est le fait qu'il a été nationaliste, surtout pendant ces dernières années. Il a essayé de conserver ce qui était dans les pays. Parce qu'il a compris que en marchant même avec les Occidentaux, c'est leur intérêt. Hein. Ils exposent d'abord, ils veulent le peuple, mais vraiment, ils sont tentés de chercher leur intérêt. Mais il a offert le pays à la Chine et à l'Asie, c'est ça faisant fuir les capitaux américains, les intérêts américains. Non, en fait, je pense que sur le côté, ce que les gens pensent et ce que le peuple, certaines personnes n'ont pas plus d'informations. Ils croient que Kabila avait vendu le pays ou bien donné le pays entre les mains des Chine et tout ça. Non, il a pu avoir les contrats avec les Chinois et il était ouvert avec les Américains aussi. On va vous le dire que les Américains commençaient à lui dicter des choses et comme lui n'a pas répondu favorablement,
et les Américains se sont ralentis et enfin, il était obligé d'essayer de partir du côté des Chinois. À la fin de toute chose, nous sommes à la guerre économique. La guerre économique fait en sorte que un président actuel, qu'il soit au Congo ou qu'il soit dans n'importe quel pays, il doit être capable de fréquenter et les Chinois et les Américains et la Russie et tout le monde pour ne pas dépendre totalement d'un seul pays. Mais à un moment donné, on dépendait de la Chine, il faut le dire. La Chine pouvait vendre ici ce qu'elle ne peut pas vendre en Afrique du Sud, ce qu'elle ne peut pas vendre en Europe, ce qu'elle ne peut Je pas pense vendre que ça a à voir, oui. Je pense, bon, je ne saurais pas vraiment à combien affirmer tout, mais c'est que je peux dire que si je peux répondre simplement à votre question, je pourrais dire simplement que c'est le travail de ministre et c'est le travail du gouvernement en place pour savoir quoi limiter aux autres pays et qu'est-ce qu'il faut faire qu'on amène et ce qu'on ne peut pas amener. Donc, on se focalise, on doit se focaliser maintenant dans le présent, là où nous sommes. Le président actuel, il doit travailler non simplement avec les Américains, mais avec les Chinois, avec l'Union européenne. Il doit les mettre tous ensemble et il doit chercher à ce qu'il ait une équitable pour, comment on dit, une égalité. Vous voulez dire un équilibre. Un équilibre pour l'aider. Sinon, il va s'embroumer à un endroit et il va se retrouver. Le temps de chercher à se rattraper, ça sera tard. Le cas de Félix Tshisekedi, on a comme l'impression que la diplomatie, elle est tout à fait différente entre Félix et Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est bye-bye Occident, bonjour Orient. Mais on a comme l'impression que Félix Tshisekedi, quand il arrive, il dit non, non, pas du tout. Bonjour Amérique, bonjour Europe, bonjour Israël, mais un peu bye-bye Chine, bye-bye l'Asie. On a comme l'impression que la plus grande porte, elle est ouverte pour les Américains, pour les Occidentaux, et la porte est ouverte contre les Chinois et les Orientaux. Est-ce que c'est parce que lui-même, Félix Tshisekedi, est un produit occidental pour avoir vécu en Belgique, pour avoir vécu, parce que vous allez même voir dans son discours, il a si bien dit que les ambassadeurs viendront dans peu de temps, mais c'est lui de la Belgique, le nom est connu. Alors, donc, on a comme l'impression qu'il y a en fait, pour l'Occident. Vous le savez vous-même, comme je l'ai dit toujours, les tests de leadership, il y en a deux. Le premier test de leadership, c'est l'habilité de prendre décision. Et le deuxième leadership, c'est la vision. Et je vais toucher dans cette question aussi pour la réponse au deuxième point, c'est la vision. La vision souvent coule par rapport à la forme des leaders. Comment est-ce que les leaders qui inclut le présent, le passé des leaders, tout ça. Et c'est vrai, une partie de votre réponse, le fait que le président Félix Tshisekedi, c'est un produit occidental, c'est un produit de la Belgique. Il a grandi en Belgique, il a fait sa vie en Belgique. En fait, il connaît la Belgique. Donc, c'est facile pour lui d'avoir un attachement avec les Belges, tout ça. Et alors, mais maintenant, la voie de la sagesse, et là où il est, il peut écouter. La voix de la sagesse doit lui dire que simplement que les Belges ne te donneront pas tout. Les Américains ne te donneront pas tout. Tu auras besoin aussi de la Chine d'un côté ou d'un autre. Alors, mais aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de cela, parce que vous êtes professeur du leadership, vous enseignez le leadership. Si un de vos élèves vous pose la question, c'est quoi la différence entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila du point de vue du leadership? Qu'est-ce que vous allez dire? Je peux dire tout simplement que le leadership de Félix Tshisekedi, ça, c'est en train de grandir. Le Félix Tshisekedi, presque 2 ans au pouvoir. En 2 ans au pouvoir, je peux vous le dire dans le leadership en lisant plus de 500 livres dans le leadership, c'est que il est en train encore d'apprendre. Et surtout avec un grand pays vaste comme le Congo. Donc, son leadership est en train encore d'essayer de se dessiner et de se définir. On ne connaît pas encore parce que d'un côté, il y a encore des tâtonnements. D'un côté, il y a encore des choses qui cherchent la clarté. Il y a encore des choses qu'il cherche lui-même aussi à découvrir. Donc, son leadership reste sur le point de découverte. Et ça va prendre du temps. Mais ce qui est vrai, en regardant, parce que le président lui-même sait les gens qui sont autour de lui, le fait tout simplement qu'il a gardé un point de gens qui sont à côté de lui, qui aujourd'hui, certains ont acquis d'être incompétents l'un l'autre, donc ça montre qu'il prend encore du temps. Qui est une similarité avec Kabila, qui les deux, ils apprennent à prendre le temps. Quelle est la réalité? C'est de s'asseoir sur les chaises pour comprendre c'est quoi qui les amène à être des leaders qui prennent peut-être du temps comme ça avant de prendre une telle décision. Et surtout de ceux qui sont autour d'eux. Le président Kabila a démontré un leadership qui est, comme on dit, un leadership d'un côté transformationnel, d'essayer de transformer peut-être le Congo, que soit, peu importe la direction que vous voulez dire, mais aussi il a essayé de rester comme étant un certain énigme, un homme mythe au peuple congolais. Alors,
Et c'est difficile au peuple de suivre un leader qui il n'arrive pas à sceller. En même temps aussi, le caractère et la culture du peuple congolais pour avoir obtenu le respect et cette histoire-là, tu dois être d'un côté mythe pour eux. Donc, ça aide dans tous les deux côtés. Donc, il y a un leadership qui était un peu transformationnel, mais aussi, il y a un leadership qui n'a pas vraiment touché ce qu'il devait faire par le sens que il y a eu des choses qui son entourage n'ont pas pu accomplir comme lui-même il voulait qu'il puisse accomplir. Dans le leadership, tel que vous le dites, quand on lit par exemple Karl Marx, quand on lit John Locke, quand on lit Hobbes, quand on lit Machiavel et les autres, même Aristote, même dans les temps de Thalès, tous convergent sur une question. La faute, ça n'a jamais été l'entourage, plutôt les leads, plutôt la tête. Alors, quand nous reprenons ça, nous mettons ça dans la pratique actuelle, on va se rendre compte que Joseph Kabila l'a si bien dit qu'il n'avait pas autour de lui 15 personnes. Et que lorsque nous regardons maintenant Félix Tshisekedi, on se rend compte en même temps que ce n'était pas un rêve, c'était plutôt une réalité, parce que même Félix Tshisekedi lui-même a du mal à s'en sortir parce qu'il a un défaut d'entourage. Alors, la grande question, finalement, qui a tort dans tout ça? Je ne sais pas si tu veux me provoquer ou je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches ici. En fait, le grand problème, et on retourne sur la clé. La clé, c'est ceci, c'est que la première qualité de leadership, c'est l'habilité de prendre une décision. Vous avez parlé de Karl Marx, vous avez parlé de machiavélisme, vous avez parlé, je peux parler même de Churchill Winston Hill, je peux parler même aujourd'hui de Lennon Court, je peux parler même de Lennon Sweet, je peux parler même de John MacArthur, je peux parler même de John Maxwell, je peux parler tant de livres de leadership. Moi-même, mon livre sur leadership qui est sur Amazon. Donc, en fait, le premier test de leader là, c'est la décision. Donc, cette décision, ça définit l'effectif de leader, son habilité de conduire et s'il peut réussir ou ne peut pas réussir. Donc, et cela nous dit que la première décision, c'est quoi des leaders? C'est les gens qu'il met à ses côtés. Oui, mais c'est genre. Donc, et la faute revient, peu importe ce qu'on veut dire, au leader. Donc, si l'institution ne marche pas, c'est le leader qui est la faute. Et le leader doit reconnaître, en fait, il doit être capable de reconnaître que si le pays ne marche pas, c'est à cause de moi. Si ceci ne marche pas, c'est à cause de moi. Donc, le leader assume et le leader corrige. Est-ce que le problème, ce n'est pas nous, finalement? Parce que, il faut le dire, et Kabila et Félix Tshisekedi, ils doivent puiser dans le patrimoine congolais. Voilà. Alors, si l'homme congolais lui-même est un problème à son propre développement, peu importe là où vous allez le mettre, il sera le problème. Vous avez touché un point qui est très capital. Il y a le premier problème, d'abord, il y a le leader lui-même. Le leader lui-même doit savoir qui il va mettre à ses côtés. Et vous avez touché aussi le peuple. La fois passée, on avait parlé, on avait touché ça. Le peuple congolais, c'est un peuple à problème. Donc, le problème du Congolais, d'abord, c'est le Congolais lui-même. Oui. Alors, c'est le travail des leaders de mettre quel genre de personnes qu'il veut mettre à ses côtés. Ou bien de les former à devenir ce qu'ils veulent. Donc, je m'excuse de donner peut-être, ça sera très bas cet exemple. Et je présente mes excuses en donnant cet exemple ici. Lorsque vous êtes marié avec votre femme, vous avez la vision de ce que vous pensez comme étant le mariage. Parce que vous êtes l'homme et vous êtes le leader de cette maison-là. Votre femme, ce qu'elle fait, elle s'ajuste par rapport à votre vision. Oui. Votre femme comprend ce que vous voulez et elle comprend aussi à quoi est-ce que vous vous attendez pour que ce mariage ici, cette union ici puisse marcher. Donc, le leader étant vous, vous créez une vision. Ce que vous voulez voir et c'est ce qu'elle devient. Alors, ça nous amène que le président de la République, lorsqu'il met ces gens à côté, qu'ils soient incompétents, qu'ils soient forts, qu'ils soient ceci, le président met sa vision en place. Et il dit aux gens, voici ce que je veux et voici ce que j'attends de vous. Et la seule façon de revoir si la vision est en place, c'est ce qu'on appelle l'évaluation. Tu dois retourner pour faire un bilan. Est-ce que ces peuples ont pu atteindre ce que je m'attendais? Et est-ce que, en anglais on a dit des benchmarks. Est-ce qu'ils sont arrivés là où j'attendais? Ou je dois encore les entraîner? Il faut appeler, c'est comme ça qu'il y a des consultants. Nous voyageons aujourd'hui, et tu le sais, je ne peux pas citer, voyage à gauche, à droite, rencontrer certains leaders, certains présidents, certaines institutions au monde pour parler. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent qu'il y a une
un problème ici, une faillite ici, et il faut renforcer cette faillite. Mais pourquoi- Si le leader ne les reconnaît pas, Alors, il y aura toujours un problème. Mais alors, si les leaders ne le reconnaissent pas, qui pour faire comprendre aux leaders? Je prends un petit cas, à l'époque de Mobutu par exemple, l'histoire du Congo connaît qu'il y a eu un monsieur qu'on appelait Blumenthal. Il arrive au Congo parce qu'il doit donner des conseils au chef de l'État, à Mobutu. Il dit à Mobutu, arrête de courir après la Banque mondiale, arrête de courir après les FMI, vous avez l'argent au Zaïre, trouvez de l'argent. 2 jours après, on les chasse du pays, on estime qu'il a donné un mauvais conseil au président de la République. Alors, et le président écoute ceux qui lui disent que celui-là vous a donné un mauvais conseil. Pourtant, quelques années après, Mobutu a regretté Blumenthal. Sommes-nous en train de reproduire la même faute? Et en quelque sorte, je me pose la question, est-ce que le Congolais lui-même n'est pas foncièrement un problème? Si nous, on a un problème, comment on fait pour nous en sortir? En fait, l'histoire, dans la vie, l'histoire ne fait que se répandre. Ça, je m'excuse de te le dire. Même la Bible même dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La vie ne fait que se répandre et tout ça. C'est pourquoi le leader, lorsqu'il est assis sur la position de leadership, que ce soit un président, que ce soit un chef d'une institution, que ce soit n'importe qui, la première chose que tu te sers, c'est d'étudier l'histoire de tes prédécesseurs. Quelles étaient les erreurs de mes prédécesseurs? À quoi est-ce que je dois corriger des erreurs des prédécesseurs? Mais lorsque tu ne le sais pas, tu as un problème. Et puis une autre chose aussi, c'est que tu mets tes collaborateurs pour qu'ils te donnent les conseils. Mais ton conseil à toi, tu te sers de quelque chose. Tu te sers de quoi? Les fautes et les erreurs des passés pour essayer de voir qu'on ne va pas reproduire la même chose. Donc c'est très important. Donc ça a à voir avec les leaders, ça a à voir avec les peuples, mais à la fin, c'est le leader qui conduit le peuple. Ce n'est pas le peuple qui conduit les leaders. Ce n'est pas la base qui dicte les leaders, ce n'est pas la base qui dicte les gouvernements, les leaders d'un parti politique, mais c'est les leaders des partis politiques qui dictent ce qu'ils pensent à la base. Gustave Le Bon, dans son livre Hier et Demain, il estime que le véritable progrès démocratique, c'est lorsque la foule suit l'élite et non l'inverse. Pourtant, chez nous, au Congo, Voilà. on a l'impression que c'est la base qui dirige les débats. Mais je viens de répondre à ça. Exactement. Ça n'a jamais été la foule. Ce n'est pas la base. Oh, j'ai entendu ma base. Ça, déjà, ça, tu comprends, déjà, il y a une crise de leadership. Une phrase comme ça, il y a déjà une crise de leadership. Et s'il y a une crise de leadership dans telle phrase comme ça, il y aura une crise de leadership dans plusieurs institutions. Et fait qu'il nous amène dans un chaos comme le nôtre aujourd'hui, on ne sait pas nous en sortir. Mais la grande problématique aujourd'hui, c'est que comment vous voyez, je veux dire, ce leadership américain, je veux dire, ce leadership congolais, est-ce que le problème, ce n'est pas aussi le fait que nous n'avons jamais eu un président de la République qui est sorti des universités congolaises ou bien des grandes universités à travers le monde? On se rappellera de Mobutu qui n'a pas fait l'université. On se rappellera de Laurent Désiré Kabila qui a dit avoir fait les universités, mais dont personne ne connaît ni les lieux géographiques, ni le titre académique comme ça. Joseph Kabila Kabange, on sait tous qu'il n'a pas fait des grandes études. Félix Tshisekedi, c'est pratiquement la même chose. On lui refuse même les titres des gradués. Alors on se pose la question, est-ce que le problème, ce n'est pas une faillite nationale dans... La question commence déjà à savoir ce que... vous vous rappelez, j'avais dit ici la fois passée, et je tiens à ça, un peuple reçoit, Dieu donne au peuple les leaders selon le cœur du peuple. Donc je vais laisser ça là-bas. Il ne faut pas toucher sur le point public là-bas. Mais le système, ce n'est pas les études qui font en sorte que tu deviens fort comme étant leader. Oui. Mais les études ajoutent ce qu'on appelle les instruments, ajoutent les capacités, ajoutent l'instruction, ajoutent des choses qui sont nécessaires. Mais au 21e siècle ici, les études deviennent de plus en plus importantes pour essayer d'aiguiser votre capacité de leadership. Donc, à cette question-là, je dirais que les études a aussi une partie, un facteur sur Ce ça. qui a permis aux États-Unis d'être fiers, de parler, par exemple, Harvard a présenté plusieurs candidats. Je parle de Donald, Oui, vous avez parlé des d'Obama et oui. tout ça, qui, lui, était un produit de l'université, Oui. et Bush, un produit de l'université, au point qu'ils sont à l'aise de fréquenter les universités. Mais prenons le cas, par exemple, Joseph Kabila Kabange, 18 ans de règne, aucun discours dans aucune université du monde, surtout pas au pays, pas de visite dans les universités, pas de rencontre directe avec les étudiants, bref, une rupture totale avec l'université. Félix Tshisekedi est allé à l'université de Kinshasa, c'est vrai, il est allé rencontrer les étudiants, il a parlé avec eux, il a discuté avec eux, mais ça sort de l'ordinaire Ouais. quand on le voit. Mais est-ce que le problème n'est pas ça aussi? Ce divorce qui ne dit pas son nom entre ceux qui gouvernent le pays et l'université.
Ah ben, vous avez touché l'université. En fait, les problèmes que je dois vous poser, est-ce que vous pensez que l'université a un problème au Congo? Ou bien peut-être vous allez atterrir à ça. Donc, et tout ça, ça montre le point des intérêts. Lorsque mon intérêt est sur quelque chose, je me focalise sur ça. Lorsque mon intérêt est basé sur un point ici, je vais me baser sur ça. Alors, c'est à nous maintenant les leaders et nous espérons que aux futurs présidents, aux futurs leaders, ils doivent essayer de toucher les points qui sont intéressants sur le point académique. C'est aussi au ministère, au ministre d'éducation, au ministre d'enseignement primaire et secondaire, au ministre des universités, je ne sais pas, d'être capable de dire que nous voulons les présidents aller là-bas. Mais si le ministre lui-même ne le fait pas, comment vous attendez que les présidents doivent le faire? Est-ce que le leadership dont on parle là peut permettre à la coalition de survivre? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, la coalition FCC-Cash va très mal, même si le chef de l'État estime qu'il faut garder le chef de l'ancien président de la République en paix, parce que lui veut aussi devenir ancien président. Mais la coalition va très mal. On se rencontre dedans, on se rentre dedans, on n'est pas sincère. Mais la coalition ne veut pas mourir d'elle-même, de sa propre mort. Finalement, il se pose la question, qui va détruire qui à la fin? En fait, le problème, c'est que il faut comprendre la politique qu'on est en train de vivre, surtout à ce 21e siècle. La politique, les pays, lorsque nous considérons les pays tels que même l'Algérie ici, nous prenons la Côte d'Ivoire, nous prenons le Nigeria, nous descendons dans les pays comme la Tanzanie. Beaucoup de ces pays-là, pour être capable de marcher, il faut que vous puissiez avoir une forme de coalition. Dans la coalition, il y a ce qu'on appelle, il y a une forme de concession, il y a une forme d'accord. Et c'est pourquoi c'est dû aux problèmes tribaux, les problèmes ethniques, plusieurs problèmes qui se jouent. Aux Occidentaux, aux États-Unis, il y a une forme de coalition. Coalition, par exemple, Trump, par exemple, les républicains, il veut renforcer, il veut approcher les vrais conservateurs. Il veut approcher, par exemple, les indépendants. Il doit être capable de les offrir quelque chose. Il les offre leurs candidats. Il donne quelque chose pour essayer d'essayer d'apaiser les tensions. Ici, dans les pays comme le Congo, la coalition, et je le répète, et je vais le dire ici sans honte, il n'y a aucun parti politique qui peut diriger ces pays ici seul. Il n'y en a pas. Et ça ne va satisfaire personne. Avec les guerres ethniques, avec les guerres tribales, avec les guerres culturelles qui se passent au Congo ici, le pays ne pourra avancer qu'avec les coalitions. Et d'ailleurs, même la carte électorale vous montre que si le président, un président quelconque, un candidat, est incapable de gagner, par exemple, le Nord Kivu ou le Sud Kivu au nord de l'Est du pays, il ne peut pas gagner. Parce que le vol voilà. Il est d'abord tribal. Voilà. Donc, vous êtes en train de répondre à ma question. Oui. Donc, c'est pour dire que c'est là où la coalition vient. Alors, FCC et Cash, les deux personnes les plus responsables de cette coalition, c'est Joseph Kabila Kabange et Antoine Félix Tshisekedi. Entre les deux, ils se respectent, mais les bas, je continue. C'est à deux, c'est à eux les deux. Ils doivent être capables d'imposer ce qu'ils pensent comme étant vision dans cette coalition. Qu'est-ce qu'ils attendent des coalitions et mettre les choses en place. Et Félix Tshisekedi doit respecter les accords. Et Kabila doit respecter leurs accords pour essayer de faire en sorte que leur coalition puisse marcher. Et je ne pense pas que leur coalition, c'est pour violer la Constitution. Je ne pense pas à cela. Donc, ça peut être un mariage qui peut-être a des problèmes, mais lorsqu'ils acceptent les normes de ces mariages-là, les accords ou bien les choses qu'ils ont mis en place, le pays va avancer. Mais il n'y a pas de normes, on a comme l'impression qu'il n'y a pas de normes dans ce mariage, il n'y a pas la logique dans ce mariage, parce que dans le fait, on le voit, ceux qui volent, ceux qui ont été cités dans les grandes affaires au niveau du FCC ne font pas l'objet des arrestations, ne font pas l'objet de poursuites. Ça, on peut le voir. On a vu dans ce pays un Premier ministre parler des emails ici dans ce pays. On a vu un membre du FCC critiquer, insulter le chef de l'État, traitant le président d'inconscient. Mais on a vu tout dans ce pays. On a vu la présidente de l'Assemblée nationale faire des leçons au président de la République. On a vu le président du Sénat recadrer le chef de l'État. Mais c'est des choses auxquelles on ne qu'est-ce qu'on a vu? Ok. Et ça, vous avez touché un point. Je pense que ça, c'était dans le passé. Et je pense que en regardant l'histoire là où ils sont maintenant, il y a un certain ajustement de comportement.
Parce que vous allez dire ça, et aussi ils vont peut-être soulever pour dire que ils ont vu que les membres de l'IDPS, ils sont allés là-bas, ils ont eu les membres... Ça, c'est des de tout membres. ça. Moi, je parle des chefs d'institution. Oui, oui, je continue. On va dire aussi que les chefs, Kabound avait aussi parlé Il n'est mal. pas un chef d'institution. Oui, Lui, il c'est un chef d'un parti. était deuxième, Oui, mais en il tant était que- deuxième, Oui. il était deuxième au Parlement. Il Oui. était deuxième au Parlement. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. C'est tout simplement la raison pour laquelle j'essaie de toucher ça, c'est pour tout simplement vous dire que le 2 se sont comportés à une forme d'immaturité. Je ne peux pas dire que l'un, eux, a plus fait que l'autre, parce que l'immaturité, c'est l'immaturité. Ce qui était mal hier est mal aujourd'hui, peu importe là où ça sort. Donc, c'est que si on a condamné un comportement hier, on doit être capable de condamner ça aujourd'hui. Ça ne peut pas devenir logique parce que c'est un autre leader qui est à la tête. Donc, les deux doivent se recadrer. Alors, ils doivent se recadrer et ils doivent se réajuster. Et leurs leaders doivent leur communiquer deux choses. La vision de ce qui était mis dans leur accord pour travailler. Et puis, la deuxième chose, le respect mutuel pour que le peuple puisse suivre. Je sais que nous vivons un âge où il y a une carence de leadership et de valeurs dans le monde. Et nous avons parlé de ça même avec le président Trump dans son débat. Mais il est temps que pour nos enfants, pour nos futurs enfants, pour le bien de ces pays qui va être légué à nos enfants et de nos enfants, il faut que les leaders, les élites se comportent avec une certaine forme de moralité. Est-ce qu'on parle, par exemple, de points de la coalition? Tous veulent les pouvoirs. Le Premier ministre doit forcément venir du FCC, qui ont la majorité parlementaire. La majorité des ministres doit en principe venir de la majorité parlementaire. Et tout ça commence à bloquer maintenant. Alors, est-ce que cette coalition Ça bloque vivra quoi? au niveau des postes? Ok. Au niveau des postes, Oui. eux veulent la justice, les autres disent pas question, eux veulent les finances, les autres disent pas question, on a expérimenté ça. On ça n'a pas avait marché. pensé ils se sont déjà séparés, ils se sont déjà divisés ces postes-là. Partagé. Mais oui, mais Ouais. après, mon autre à devenir un problème. On me Ouais. dit même que dans le remaniement, peut-être qu'ils ne vont plus, ils vont plus respecter les clés des répartitions, peut-être qu'ils vont changer. Leurs accords. Ou ils vont changer leurs Ouais. accords de gouvernement, peut-être. Est-ce que vous pensez que la solution peut aussi venir de là? Est-ce que si le président Félix Tshisekedi a le contrôle de la justice, le contrôle des finances, le contrôle du budget, le contrôle de l'armée, le contrôle de tous les ministères régaliens, même si on sait que c'est en collaboration, si c'est lui qui en a, est-ce que vous pensez que les choses peuvent aller calmement? Je pense qu'il y a un problème. Le problème, c'est ceci, c'est que le peuple congolais, il y a trois choses à ta question. La première chose, il y a trois réponses à ta question. La première chose, c'est le fait que nous, le peuple congolais, ont voulu la démocratie. Je l'insiste. Ils avaient refusé, ils ne veulent plus la dictature. Ils ont voulu la démocratie. La démocratie, c'est ça ce que ça amène. Ça amène la frustration. La démocratie amène un changement qui est pénible. Je répète ça, ça amène la frustration. Ça amène un changement qui est pénible. Et la démocratie prend du temps parce que ça doit monter d'âge en âge. Ça sort de l'enfantillage, ça grandit, tout ça. Ça, c'est pour répondre à ta première question. Donc, vous avez voulu la démocratie et voici la démocratie. Accepter les conséquences de la démocratie. Que j'ai dit, il y a la frustration, il y a les changements qui est pénible et il y a les temps que ça prend. La deuxième chose sur ça, est le fait qu'il y a la constitution en place. Que je me trompe, peut-être que je suis en erreur, il y a un système semi-présidentiel au Congo. Qui veut dire en sorte que le Premier ministre sorte par rapport à la majorité parlementaire. Là où il y a le Premier ministre et c'est eux qui forment le gouvernement et ils ont la majorité du gouvernement. Alors, maintenant, si vous demandez au président de la République de prendre tous les ministères régaliens, si les autres parlementaires, les autres, ceux qui ont la majorité, acceptent cela, ok, il n'y a pas de problème s'ils acceptent cela. Mais selon cette constitution-là, ceux qui ont la majorité, est-ce qu'ils seront prêts à donner tout ce qu'ils doivent donner? Et vous avez posé la question, est-ce que vous pensez que ce sera la solution? Je ne pense pas que ce sera la solution. Vous savez pourquoi? Parce que Kabila avait tout. Et ça n'a pas apporté la solution. Donc, je continue à parler. Non, bon, je ne sais pas si c'est ça ce que je vais dire. Mais il avait tout. C'est pour tout simplement te montrer que tout avoir, ce n'est pas ça ce qui sauve le problème. Mais ce qui est à voir, c'est que le ministère que lui, il a, même le ministère que Félix Tshisekedi a maintenant, la cache, ce qu'ils ont là, et ce que FCC ils ont là. S'ils mettent la volonté ensemble de travailler, ils doivent travailler ensemble. Leur problème, c'est le problème du pouvoir. FCC est le problème des caches, c'est le problème du pouvoir.
On veut le pouvoir. Quand on veut le pouvoir, on essaie d'amener les tricages, des dribbles, tout ça. Mais si on veut mettre le peuple, je vous dis que la façon dont ils ont réparti leurs histoires là, s'ils mettent les intérêts du peuple là-bas, avec le budget, et ils acceptent de travailler avec la maturité, le pays va avancer. Mettez d'abord l'envie. Hein? Mais c'est trop facile cette façon de voir. Parce que regardez. Vas-y. Oui, je vous donne un petit cas, oui. Petit exemple. Mais en principe. Mais tu sais que je n'ai pas fini le troisième point. Hein? Donc, voyez, et puis la Constitution, parce que la Constitution permet en sorte qu'ils doivent être capables, le Premier ministre sorte de là, ils forment le gouvernement, tout ça. Donc, ça amène une sorte donc, c'est ça la démocratie. Maintenant, vous devez travailler. Et c'est nouveau au Congo parce qu'il n'y en a jamais eu. L'ancien président avait la majorité parlementaire, avait tout. Donc, c'est-à-dire, ce que le président de la République disait, c'est ce qu'il devait faire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que le président Félix doit dire quelque chose et c'est ça ce qui doit se faire. Non, ce n'est pas le cas. Le premier ministre est le chef du gouvernement. Donc, ils doivent avoir ce qu'on appelle checks and balance. Checks and balance, c'est-à-dire qu'il doit avoir un certain équilibre à ce que le président est en train de penser et à ce que le premier ministre parle et ils travaillent ensemble. L'erreur, c'est ceci, c'est que comme les gens ont travaillé avec un Mobutu qui avait le contrôle de tout, et aussi il y a un Kabila qui avait le contrôle de tout, on essaye aussi de mettre cela dans la tête du président Félix que c'est comme ça qu'il doit gérer comme ça. Non, c'est là où la dictature va venir. Parce que c'est là où ça va créer des frustrations au milieu du peuple. Mais le président Félix doit se comporter avec cette maturité, comme il a vu ça en Belgique, comme il y a tout en Belgique là-bas, entre les libéraux et tout ça. Ils doivent se comporter avec cette maturité politique. Et je pense aussi que peut-être c'est Dieu, je ne sais pas, parce que il doit être pendant le temps où on doit avoir une balance de pouvoir. Là où le peuple congolais comprend aujourd'hui qu'il y a un président qui est d'un parti politique différent par rapport au premier ministre. Et travailler ensemble et démontrer cette maturité de la démocratie. C'est pas la première fois qu'on ait un président qui n'est pas du même parti politique que le Premier ministre, mais peut-être de la même famille politique. Je suis bien d'accord. Mais ce n'est pas la première fois, mais le président de la République avait la majorité en tout. En réalité, s'ils sont en coalition, c'est pour harmoniser le En fait, c'est là le troisième point. Le troisième point que je voulais dire, et tu viens de le toucher, c'est le troisième point, c'est-à-dire quoi? Ils doivent faire preuve de la maturité parce qu'ils sont en coalition. Le fait qu'ils sont en coalition, ils doivent faire preuve de la maturité. Et je le répète, ce qui est en train de freiner cette histoire de la maturité, c'est le goût du pouvoir. Il y a un problème de goût du pouvoir de tous les deux côtés. Mais comme on est en train de parler de mettre le peuple en avant, donc les deux doivent démontrer la maturité. À la fin, c'est ceci, c'est que le peuple, le président Tshisekedi dit, John Maxwell dit que tout s'élève et tombe par le leadership. Le peuple va demander un compte. Ils ne demanderont pas un compte à l'Assemblée nationale, ils ne demanderont pas un compte à CC, ils demanderont un compte au président de la République. Ah, mais ces peuples la voient comment ça se passe. Ces peuples la voient qui bloque qui. Ce peuple est en train de voir. Oui. À la fin de compte, c'est vrai qu'on va discuter, mais ce même peuple n'est pas naïf. Oui. Ce peuple est en train de voir qui a nommé les généraux, qui a nommé les administrateurs, qui ont bloqué les ordonnances. Ce peuple le verra. Ce peuple verra qui avait l'idée de faire ceci, mais qui avait bloqué. À la fin de compte, c'est très facile de dire que le peuple va tout mettre dans le dos de Félix. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Je suis en train de dire ceci. À la fin de compte, lorsque les peuples vont demander, ils demanderont d'abord au leader qu'est-ce que lui, il a pu faire. Et le président Félix, lui, il sait qu'il est en coalition avec les autres et tous, ils doivent travailler ensemble. Je ne vais pas donner l'impression ici comme si que nous voulons nous allier à un seul endroit. Mais ce que nous voulons dire ici, c'est d'essayer d'amener un équilibre pour que les deux classes puissent s'attendre. Est-ce que le remaniement est une solution au problème ou c'est plutôt la transformation des idées ou la mutation de la mauvaise volonté à la bonne volonté politique qui, finalement, est le problème? Et tu le connais, la fois passée, j'avais dit ici, le leadership transformationnel, c'est ça la solution au problème de ces pays. Un leadership transformation qui est, en anglais, dit, qui crée un changement, qui donne le désir de suivre l'autre. Un leadership qui met l'intérêt du peuple avant quelqu'un. Un leadership de la redevabilité. Donc, il crée un changement, il donne le désir de suivre, il y a la redevabilité, tout ça. Donc, le remaniement, c'est une partie. Mais la première chose, c'est la transformation. Cette transformation des idées et des objectivités. Où est-ce que ce gouvernement veut nous amener? En fait, le grand problème, c'est ceci. Où est-ce que le président Félix nous amène? Où est-ce que ce gouvernement nous amène? Ce sont là les deux grands problèmes. La vision, c'est quoi? Le président Félix amène ces pays où? Il a dit le Inkolamba
amène le pays. C'est ce que encore son nom? Le peuple, Ilukamba. 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 Oui. Il amène le gouvernement, il amène c'est où? Parce que c'est lui le chef du gouvernement. Il amène ça où? Et sans la vision, le peuple périt. Pensez-vous que Félix Tshisekedi n'a pas de vision? Je ne peux pas dire s'il y a une vision ou pas. Mais ce que je peux dire, c'est que la vision doit être bien définie, avoir être Le clarté. peuple d'abord. Le peuple d'abord n'est pas une vision, c'est un slogan. Mais il y a une vision dedans parce que le peuple doit aller à l'école, gratuité de l'enseignement. Ça fait partie des piliers ça fait partie d'un pilier de la mission du travail. Mais que doit être une vision dans ce cas? Une vision politique, c'est quoi? La vision politique peut être, par exemple, que je pense qu'il va avoir que son désir, je peux dire que moi, Antoine Félix Tshisekedi, ma vision pour le Congo, c'est de transformer un Congo en créant un changement, de renouvellement des mentalités et en amenant les peuples dans l'unité et dans l'harmonie. C'est tout ça. Mais attends, non. Peuple d'abord, c'est un slogan. Et parce que le peuple d'abord, tout le monde, aujourd'hui, si tu vois peuple d'abord, même, tu veux comprendre, le peuple d'abord va au marché. Et le marché va te répondre c'est quoi le peuple d'abord. Tout le monde a son propre interprétation du peuple d'abord. Vous êtes le chef de cette institution. Si vous demandez à ce peuple c'est quoi la vision, lorsque 5 personnes vous donnent des réponses différentes, vous savez directement que vous avez un problème. Parce qu'il n'y a pas une clarté claire. Donc le président de la République doit mener une vision qui est claire. Et le président de la République doit dire au peuple, voici là où nous sommes et voici là où je vous amène. Le chef du gouvernement, lui c'est lui. Il doit expliquer où est-ce que nous sommes, où est-ce que vous amenez le peuple. Moi, je ne parle pas ici de ce que nous allons faire. Je veux dire, c'est quoi la vision? Est-ce quand il dit état de droit, ce n'est pas une vision? L'état de droit n'est pas une vision. L'état de droit, ça fait partie d'une valeur de ce qu'il veut ingérer. Ce n'est pas une vision. Et ok, mais ben alors, quelle est la vision de Donald Trump? Voilà maintenant, c'est ça le grand problème de Donald Trump est venu, il a annoncé que sa vision c'était quoi? C'était renouveler la classe économique et puis amener tout le monde à devenir indépendant, tout le monde devenir indépendant, socialement indépendant. Et alors, il comprend cela et il a dit ça, renouveler la classe économique et amener tout le monde à devenir indépendant. Et cela se fait voir par quoi? Se fait voir par le fait qu'il a commencé à donner, à permettre à ce que les petites moyennes entreprises d'avoir beaucoup d'argent, nous qui ont des petites moyennes entreprises, d'avoir beaucoup d'argent pour permettre à ce que nous puissions engager les gens de devenir indépendants au lieu de dépendre du gouvernement. Donc, c'est ça ce qu'ils essaient de séparer. Ils coupent les substances que les gens allaient demander, par exemple, l'aide du gouvernement. Ils coupent ça pour vous pousser à aller demander des emplois. Donc, vous voyez, donc c'est ça ce que nous essayons de dire ici. Alors, c'est vrai que quand on parle de la vision, quand on parle de tout ça... On veut rester dans la vision. Hein? Oui, il faut peut-être rester dans la vision pour partir un peu. Mais il y a une autre vision. La vision n'est pas coordonnée de la même façon. Il n'y a pas un schéma... La vision n'est pas coordonnée de la même façon et j'essaie de toucher parce que ça, je peux répondre ça même dans mon songe. La vision n'est pas coordonnée de la même façon, mais la vision a le même chemin. La vision, c'est l'habilité. Si tu veux prendre Malfoy, c'est l'habilité de voir. Qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Félix Tshisekedi doit nous dire qu'est-ce qu'il voit. Il a vu un cours. Je dirais pas parce qu'il a donné ça. Il a parlé plusieurs fois. Il a dit, par exemple, pour lui, c'est qu'il a vu que tous les enfants devaient aller à l'école. Il a vu que tous les Congolais... Ça, c'est la mission, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est le doing. Ça, c'est la mission. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais en fait, les enfants peuvent aller à l'école. Mais si ces enfants-là, ils vont dans les écoles là où il n'y a pas de professeurs, il n'y a pas de valeurs, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas rien de tout ça. C'est tout le plan qu'il a sur l'enseignement. Et c'est ça maintenant. Oui, et ça, c'est... En fait, c'est à son bureau de savoir comment coordonner ça. Créez-nous 2 phrases, 2 lignes pour que le peuple puisse comprendre. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec le peuple d'abord. Vous n'êtes pas d'accord avec l'état de droit. Donc Kabila n'avait pas non plus une vision claire. Non, c'est ça en fait le grand problème, c'est que la révolution de la modernité, ce n'était pas une vision. Non, la révolution de la modernité. Oui, je parle plutôt du contenu de ce qu'il pouvait dire. La révolution de la modernité, était une bonne phrase. C'était une bonne phrase. C'était une phrase qui pouvait nous amener à une vision, mais ça n'a pas été une vision claire. Très bien. Alors, parlons maintenant les tout derniers points. En fait, l'avant-dernier point, c'est le point de l'actualité aujourd'hui. La grande actualité, c'est la question de Minembwe. Minembwe, Azarias Rouberois, avec le ministre de la Défense et bien d'autres autorités de la République au niveau central, au niveau, je dirais, local, ils ont consacré, ils ont nommé, on va dire, des bourgmestres qu'ils ont installés. Voilà, le terme c'est installé. C'est Kabila qui les a nommés
par ordonnance présidentielle, sur le décret finalement de la proposition du Premier ministre Tchibala. Et maintenant, on a une ville, on va dire une commune territoriale. Mais les Congolais ne sont pas d'accord avec, pas tous les Congolais bien évidemment. Certains Congolais pensent que c'est un moyen que Kabila avait mis en place pour vendre le Congo et que Félix Tshisekedi a finalement parrainé cette vente. En Lingala, Tekimboka. On a donné ça au roi. J'aurais difficile en... Je ne veux pas intentionnellement toucher certains points pour essayer d'éviter une certaine incompréhension. Le Minembwe, là où il y a le peuple Banyamulenge. Oui. Pas seulement, hein. Il y a les Bafouleros, tout ça. En fait, on dit que certains d'entre eux, ils ont immigré du Congo, ils ont immigré du Rwanda, ils sont venus du Rwanda, ils sont immigrés au Congo et ils sont restés là-bas pendant plus de 100 ans. Bon, voilà, ouais, un peu comme ça. Oui, ils sont restés là-bas plus de 100 ans. Pas tous, hein, une partie. Oui, une partie. D'autres sont venus, en tout cas. Ils sont venus, tout ça, ils sont restés là plus de 100 ans. Je me demande, je vais répondre à deux angles. Premier angle, les enfants là, qui sont nés sur ces territoires-là, qui ne connaissent pas notre territoire du Rwanda, ils sont nés là à Minembwe, ils ont grandi là-bas. Ils ont fait toute leur vie là-bas. Vous allez leur dire de retourner au Rwanda parce qu'ils sont rwandais. Ça, c'est le premier angle. Parce qu'ils sont rwandais. La réponse est claire, oui, bien sûr. Oui, ça c'est clair, oui. C'est les Congolais qui sont nés aux États-Unis. Oui, voilà. Les Congolais qui sont nés aux États-Unis. Je me demande si aujourd'hui je dois demander à ma fille, parce que son père est noir et qu'on cherche son origine, ma fille qui ne sait parler peut-être pas français, pas un mot, ou bien un mot de bonjour, tout ça, de demander de venir vivre dans les origines africaines, venir vivre dans un pays africain, au Congo ou quelque part d'autre, parce que son père a d'origine qui est africain. Vous voyez un peu. L'injustice, non. Non, mais c'est vraiment pas ça l'affaire. Vous voulez que je vous donne un bon exemple. Oui. En fait, c'est exactement comme ça. En fait, vous êtes Congolais, oui. Vous êtes Congolais, vous êtes allé aux États-Unis. Aujourd'hui, vous êtes devenu Américain. Oui. Mais vous êtes Américain d'origine congolaise. Oui. Vous ne reniez pas ça. Oui. C'est que le Congolais reproche aux Rwandais qui sont au Congo, c'est le fait de renier cette origine-là. On dit, on veut bien que vous soyez des Congolais, mais acceptez que vous n'êtes pas d'origine congolaise. Mais voyez maintenant, il y a les problèmes, c'est ceci. Le problème, c'est ceci, c'est que je touche d'abord le premier angle. Et j'aimerais que vous puissiez bien comprendre le premier angle. Ce n'est pas tous ces gens-là qui renient à ça. Ce n'est pas tous ces gens-là. Il y a un certain groupe qui renie à ça, qui disent que non, nous sommes nés ici, on oublie les passés par rapport à ce que, parce que même au Rwanda, ils sont aussi rejetés. Il y en a ceux d'entre eux qui sont rejetés, ils sont considérés plus ici comme étant les Congolais. Et eux tous, ils ne sont pas pro-Kabila, ils ne sont ni pro-Tshisekedi. Ils sont contre Kabila et contre Tshisekedi, certains d'entre eux. Donc, mais pas contre le Rwanda. Écoutez. Ils sont aussi pro-contre Rwanda, comme parce que les Rwandais, ceux qui ne veulent pas les accepter. Ça, c'est l'angle 1. Je reste dans l'angle 1. Alors, c'est injuste aussi quelque part de dire que à ces gens-là de retourner dans un territoire où ils n'ont pas vécu. Ou par exemple de leur dire que parce que votre origine a été ceci, alors on vous chasse là-bas. Et nous devons accepter aussi que nous sommes très durs avec eux parce qu'il y a une partie d'origine rwandaise. Il y a les sites antagonistes entre les peuples rwandais. Le deuxième angle, c'est le fait que c'est maintenant que ce soit Rouberois, qui est le ministre, et aux autres qui doivent l'aider à les faire comprendre que l'histoire nous renseigne que vous êtes sortis de tel endroit. Par exemple, le président Trump, il est Irish. Il est venu des Irish. Ses parents, lui. Ses grands-parents, lui. Tout ça. Aujourd'hui, on le traite raciste. Sa carte, la fois passée, c'était quoi? Je suis pas raciste parce que mes parents, mes ancêtres sont venus de ceci. Alors, donc, ils doivent avoir, c'est le point où je rejoins les Congolais pour qu'aujourd'hui on ne puisse pas dire, oh, demain on va dire que je suis Rwandais, je suis ceci, parce que j'ai donné le premier point de vue. Le deuxième point de vue, c'est que c'est aux Rouberois, aux autres là-bas d'essayer de les aider maintenant ces peuples-là, qui refusent peut-être d'accepter leur origine, pour leur dire que non, votre origine c'était ceci, votre origine est de là, pour qu'ils puissent accepter cette origine-là. Mais maintenant, la solution est quoi? Ils sont là. Comment est-ce qu'on doit vivre avec ces peuples qui sont sur notre territoire? On accuse ces peuples de refuser de s'intégrer.
Ils ne parlent pas les langues congolaises. Ils ont gardé les Kinyarwanda comme langue, alors que les Kinyarwanda ne font pas partie de nos notre langues langue, du Congo. oui. Ils font les cultes en Kinyarwanda. Ils ont la culture rwandaise. Ils ont gardé les noms qui viennent de chez eux là-bas. Et leur Mais ils obtiennent l'identité avec. En leurs fait, c'est la tribus même ne chose. font pas partie Ok, et des ça, tribus du Congo. quand tu vis en Occident, tu vas comprendre qu'il y a des Congolais qui font des cultes en Mangala, il y a des Congolais qui font des cultes en Chiluba, il y a des Congolais qui font des cultes tout ceci, cela, qui ne veulent pas s'ingérer, qui ne veulent pas s'intégrer à la système belge. Mais qui ne cherchent pas à prendre les terres écoutez, américaines pour en faire le leur. Non, s'ils achètent, s'ils peuvent acheter. Le problème, c'est que s'ils peuvent acheter, c'est Mais ils leur ne deviennent pas des territoire. chefs coutumiers. Voilà, écoutez, ils ne deviennent pas Tout des ça, chefs ça devient coutumiers. un problème. Oui, je comprends très bien. Et ça aussi, ça fait partie de l'éducation qu'on doit essayer de donner au peuple. Quel genre d'éducation qu'on doit essayer de donner au peuple? Mais on ne peut pas se retarder parce que ces problèmes ici, si on continue à parler des problèmes, on ne trouvera jamais la solution. Donc, on doit s'asseoir et trouver c'est quoi la solution. On doit accepter de vivre avec les gens. Peut-être nous ne voulons pas accepter de vivre avec eux à cause de l'histoire, à cause de ce qu'ils nous répètent, pour essayer aussi de créer certaines normes pour la société. Donc, c'est comme ça qu'il doit se faire. Est-ce que le problème n'est pas aussi politique? Parce qu'à la fin des comptes, le peuple peut s'entendre, mais c'est plutôt des appréhensions politiques qui nous divisent. Quand on voit qu'il y a... Pourquoi c'est seulement Rouberois? Pourquoi seulement lui? Et pourquoi il est ministre de décentralisation? Et qu'il y a que Minembwe? Pourquoi c'est seulement cette commune-là? Ce n'est pas Pourquoi seulement cette commune, il y en a aussi un autre. Il y a entre Sud Kivu, Nord Kivu, on essaie de satisfaire tous ces gens-là dans leur territoire. Je vais toucher à ce point ici pour répondre à votre question. La politique, c'est un art qui demande beaucoup de sagesse et de maturité. Au point où le Congo est, je sais que les Congolais ne veulent pas de Rouberois, de foi, tout ça. On n'a pas le choix. Ils ont le choix d'insérer Rouberois pour essayer de calmer un certain peuple qui se sent comme étant exclu. Alors, si vous ne mettez pas Rouberois, peut-être que ce n'est pas Rouberois, peut-être quelqu'un d'autre de leur culture, de leur origine qui les représente, qui est aussi une voix au milieu de la majorité. Mais ils ne veulent pas se sentir de la minorité. Mais vous ne mettez pas un ministre qui soit un syndicaliste. Pourquoi ne pas donner au ministre Rouberois les archives? Non, là, c'est encore très dangereux. Pourquoi ne pas le donner, par exemple, le budget ou les finances ou... Ah, tu veux lui donner les finances, hein? Donc, tu préfères de lui donner... Qui n'a rien à voir avec la terre, qui n'a rien à voir avec l'histoire du pays. Je pense que... On aurait bien voulu. Mais avant ça aussi, il était vice-président. Il était vice-président. Oui, il a en charge été de justice. justice. Donc, on avait pu lui donner quelque part d'autre. Donc, en quelque sorte, c'est qu'on doit satisfaire tous les camps pour essayer de garder la paix au Congo. Le président Félix en connaît. Il est assis sur cette chaise-là. Il en connaît, il comprend maintenant quels sont les enjeux. C'est bien de parler lorsque on est dehors, mais lorsque on est à l'intérieur, lorsque vous gérez avec les autorités du monde, lorsque vous connaissez les facteurs, et ça je ne peux parler que parce que je connais des faits. Il faut essayer d'être capable d'apaiser tout le monde et de garder la paix dans les pays. Alors, merci beaucoup. On va terminer cette émission tout à l'heure. Il nous reste 4 minutes selon que je vois. Ça me permettait d'écrire, de répondre beaucoup de choses. Oui. Mais il y a aussi les discours. Vous avez suivi les discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ok. Donc, il a dit 2 choses qui vont rester certainement dans la tête des gens. La première, c'est humainement fatigant de tenir 2 mandats au pouvoir et qu'il n'attend pas se représenter, disons, s'éterniser au pouvoir. Donc, il veut faire ces 2 mandats si Dieu lui donne grâce, et s'il lui fait grâce, pardon, il part, et puis ça s'arrête là. Alors que de l'autre côté, nous avons la foule, on va dire, quelques membres de l'UDPS qui estiment qu'il fera une remise et reprise avec Jésus-Christ. D'autres parlent que Félix Tshisekedi partira de ce fauteuil en 2070. Alors, lui dit, pas question, 2 mandats, c'est bon pour moi. Mais 2 mandats, c'est quoi? 2 mandats, c'est peut-être quand il y aura 2 mandats. Et donc, on peut prendre ce temps pour le remaniement, disons, pour l'identification, le recensement et bien d'autres. Non, en fait, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux que je puisse répondre par rapport à ça? Oui, bien sûr. Mais je pense que le président Tshisekedi nous écoute. Monsieur le Président, respectez votre Constitution parce que vous vous êtes battu pour le respect de la Constitution. Ne suivez pas ces flatteurs.
Les flatteurs qui veulent vous garder au pouvoir pour faire de vous un dictateur. Parce que l'histoire reconnaîtra que vous avez craché sur les pas de votre père. Votre père n'a jamais voulu qu'il y ait un président qui va rester à vie jusqu'à Jésus-Christ. Il pensait toujours, et d'ailleurs, Papa Tshisekedi est un facteur pour la constitution qu'on a aujourd'hui. Pour essayer de balancer cette... Est-ce que vous le savez? La constitution congolaise qu'on a aujourd'hui. Le Papa Tshisekedi avait compris qu'on devait diminuer le pouvoir du président pour amener en sorte que le Premier ministre joue un rôle. Et ça, beaucoup de Congolais ne le savent pas. Et c'était ça son point qu'il était en train de se battre avec Mobutu. Donc, aujourd'hui, IDPS, ou peut-être les gens, je ne peux pas dire qui, il va garder le président Tshisekedi pour qu'il aille très mal dans l'histoire. Mais le président Tshisekedi a la grâce, la vision de respecter sa constitution. Et en respectant la constitution, vous pouvez partir. Comme ce sont les Africains, comme les Congolais, comme ce sont tout ça. Demain au lendemain, on peut toujours changer cette constitution-là, où vous pouvez toujours revenir parce que vous n'avez pas marqué une mauvaise image au peuple. Alors, je touche. Vous avez dit qu'il a dit que peut-être c'est fatigant, c'est ceci, tout cela. Il est humain. Le leadership, comme j'étais en train de dire, c'est la capacité. Le leadership, le threshold de leadership, je ne sais pas comment on dit threshold en français. Le leadership arrive à une certaine capacité. Il y a des gens qui peuvent courir jusqu'à, je peux dire, 10, 15, 20, 30 minutes. Il y a d'autres personnes qui peuvent courir 5, 10 ans. Et puis, aussi, si on peut parler du plan divin, le président Tshisekedi doit essayer de comprendre dans le plan divin. Je lui parle de ça parce qu'il est chrétien. Il doit comprendre aussi dans le plan divin quelle est sa mission. Si sa mission était simplement un seul mandat et qu'il fait deux mandats, il s'éloigne de sa mission. Si sa mission était 2 mandats et qu'il fait plus que ça, il s'éloigne. S'il fait moins que ça, il s'éloigne. C'est à lui maintenant d'essayer de saisir qu'est-ce que sa conscience lui dit et qu'est-ce que Dieu met dans son cœur. Donc ce sont là les 2 choses. Et le respect de cette constitution. Je crois qu'il est un pasteur. Son pasteur, son pasteur va l'aider sur ça. Dallot oui. a si bien dit, je pense que, moi je rappelle toujours les sages, les vieux sages oui, Dallot oui. a si bien dit que la mission de Félix Tshisekedi, c'était de redresser le pays, de le remettre sur le rail. Et puis quelqu'un d'autre viendra démarrer le pays pour qu'il aille un peu plus loin. Pourtant, le plus grand travail, effectivement, c'est remettre le pays dans la normale. Oui. Et ça, c'est très important. Il dit encore, par exemple... Et Pasteur Dallot, c'est un père. Et Pasteur Dallot, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect pour lui. Et ce qu'il a dit, il a beaucoup de valeur. Dites-lui que je l'aime beaucoup. Oui, il le sait très bien. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je vais lui dire cela. Très bien. Mais le président a dit aussi que, par exemple, il n'a pas besoin d'embêter Kabila. Parce que lui aussi deviendra ancien président. Et que ce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse à lui, il ne veut pas non plus le faire à Kabila. Mais la grande question, là, le chef de l'État a parlé en tant que citoyen, ou il a parlé en tant que chef d'État qui n'a pas de sentiments, qui n'a pas d'émotions, qui n'a pas d'amis, qui n'a que la loi comme guide et le principe comme vecteur de valeur. Je pense que le président de la République a compris que la nation s'élève par la justice. Mais la nation ne se lève pas par une forme de vengeance ou de dons contre quelqu'un. Quelqu'un va me dire que, oh, non, c'est ça la justice, c'est ceci, tout cela. Le président Tshisekedi, et je l'insiste, a instauré ce qu'on appelle l'état de droit. Il commence à son mandat là où ça y est, pour redresser le pays. Et c'est là où Dieu lui a donné. Et c'est là où il a sa responsabilité. Et aussi, c'est sage qu'il a compris que les erreurs de son prédécesseur, ce sont des erreurs que lui aussi, il peut commettre d'une forme ou d'une autre aujourd'hui. Et nous allons conclure pour dire ceci. Le passé là où le passé c'était, on doit se focaliser le présent là où le pays est en train d'avancer. Merci beaucoup, Dr Chirandi. Je rappelle que vous êtes consultant politique. Merci beaucoup. Vous êtes professeur, vous êtes homme de Dieu. Merci beaucoup. C'est un grand honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. Vous rentrez quand aux États-Unis? Normalement, je suis prévu de quitter le pays aujourd'hui. Vous votez? Hein? Vous allez voter? Je vais voter. Vous voterez pour qui? Je ne peux jamais dire qui je vais voter pour. Ouais, parce que aux États-Unis, on ne déclare pas qui on va voter. Oui, sinon, vos portes seront fermées. Non, mes portes ne peuvent jamais être fermées. Beaucoup de sénateurs. Hein? Oui, je rencontre des sénateurs, je rencontre des leaders. Les 2 camps. Oui, on ne peut pas déranger les 2 camps. Je suis au milieu. Pronostic, qui passe selon vous? Le pronostic est difficile à dire, mais je continue à dire qu'avec ce coronavirus qui vient de taper, en fait,
marges, je ne sais pas, la différence pour gagner, La marge de manœuvre. la marge de gagner, pour Joe Biden qui a l'avantage maintenant, c'est très peu. Et c'est toujours un seul chiffre, 6 ou 8, il doit amener ça à 2 chiffres, c'est-à-dire il doit amener ça à tout digit, comme on dit 10, 11, 12, 13, il doit amener ça à le 2 là. Comme il n'arrive pas à amener ça, c'est un grand problème. Mais aussi, s'il n'arrive pas, jusque dans 2 semaines là, dans 2 semaines qui arrivent ici, s'il n'arrive pas, par exemple Pennsylvanie, là où il est né, il a l'avantage de 8 points. Il n'a pas encore amené ça à 10, à 12, ce n'est pas bien. Donc, il risque de perdre avec il risque de perdre. son sondage Oui, il risque de perdre. Hillary Clinton avait le sondage. Ouais. Tu vois, parce que ça reste seulement un seul digit. Il doit arriver à amener 2 digits. Parce que c'est ça ce qui a fait en sorte que Obama a pu gagner, par exemple, devant John McCain. Parce que les digits là avaient multiplié. Mais de l'autre côté, si les bêtises avec Trump continue, et surtout ce coronavirus ici qui vient de sortir. Ah oui, il est atteint. Oui, le coronavirus qui est atteint, qui vient de déterminer que, de montrer clair que le président était irresponsable, il ne prend pas les mesures de barrière, il ne fait pas ceci. Et surtout, il savait déjà que la fille avec qui, Hope Hicks, qui était son conseiller, avait cette maladie-là. Il avait le corona, mais il l'a amené dans l'avion. Il est parti avec lui dans les campagnes. Ils ont fait campagne. Ils sont retournés avec eux. Et c'est tout à fait normal qu'ils ont obtenu ça. Espérons que ça lui passera. Et si les bêtises continuent comme ça, dans 2 semaines aussi, Trump, si les bêtises continuent, Joe Biden va gagner. Dans l'hypothèse américaine, si Donald Trump mourait aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Non, on ne va pas garder les élections, vont continuer. Avec qui comme candidat? Les républicains, ils ont le droit de faire sortir un candidat le plus vite possible. Le temps ne va pas. Il aura un problème. Il aura un problème de battre campagne, on ne le connaît pas. Non, et la loi n'a pas dit qu'il doit battre campagne. La loi dit qu'il doit soulever un candidat et les élections doivent continuer. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça en est fini. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais donc biloko ya yoko ngore. Oniginde kola yo asalisa yo te. Bona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Popo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc on a pas chinois. Sinon on est pas ya chinois on est à ni. Ndekola yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba baniwa. Balobi entende ezali. Komba ngane mboto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Pour maman Marthe. Ya soro. Pour pas tout comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pour na kolia na bino moko. Ba bonne la dino. Kolia na appétit. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si opinois, Taïmana, Chino, Teneleye, Nakinyapana Piko, Namosala, Totongambo, Kakoleka Kitoko, Nakinyapana Kongo, Toyembani, Loyembolonene Yalisa.